Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur François dans votre émission citoyenne. Je sens que les gens ont envie d'applaudir, c'est le moment. Allez-y. On adore ça. L'émission s'appelle Flash Talk, vous le savez, on a un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants et aujourd'hui on est à Paris, place de la République pour évoquer le devoir de mémoire. Mais qu'est-ce que c'est le devoir de mémoire ? Le devoir de mémoire, c'est l'obligation de se souvenir d'un événement historique, tragique et de ses victimes afin de faire en sorte qu'il ne se reproduise jamais. Est-il le même pour toutes les guerres, toutes les atrocités ? Que répondre à ceux qui renvoient dos à dos les souffrances et qu'en est-il du droit à l'oubli ? Ça fait beaucoup de questions, je sais. Et bien toutes ces questions, nous allons vous les poser aujourd'hui parce que Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui allez faire ce débat aujourd'hui. Le débat, on le fait évidemment autour de ce tapis, vous commencez à en avoir l'habitude, mais aussi sur les réseaux sociaux, directement sur Twitter avec le hashtag FlashTalk, un hashtag qui fonctionne aussi sur notre compte Instagram officiel. Notre community manager s'appelle Charlie, vous le découvrez en ce moment même, et juste à côté de lui se tient notre cartooniste cette semaine, c'est Mikaya, qui évidemment va regarder attentivement ce qui se dit dans cette émission, on ira le voir régulièrement. Vous savez aussi, FlashTalk, c'est la seule émission qui est intégralement filmée grâce à ce petit appareil qu'on appelle un smartphone. Mademoiselle, je te confie ce téléphone, tu vas pouvoir prendre des images de ce qui se passe dans Flash Talk. Et monsieur aussi, allez-y, je vous en prie. Le devoir de mémoire, qu'est-ce que ça vous évoque ? Mademoiselle, bonjour, comment vous vous appelez ? Marois. Marois, qu'est-ce que ça vous évoque le devoir de mémoire, Marois ? Le souvenir, le rappel des événements passés. Par exemple, la Shoah, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est important de se souvenir des événements tragiques du passé ? Oui, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. On pose la question aussi de ce côté, qu'est-ce que ça vous évoque le devoir de mémoire ? C'est quoi ton prénom ? Lorena, Lorena, t'as quel âge toi ? j'ai 15 ans, Et tu habites où ? à Bagnolet. À Bagnolet. Si je te dis devoir de mémoire, tu me réponds quoi ? Et ben, le devoir de mémoire, ça m'évoque la mémoire collective. C'est-à-dire, il y a des monuments à Paris, dans le 5e arrondissement, comme le Panthéon, et dans lequel on peut voir inscrit aux grands hommes la patrie reconnaissante. Il y a des grands hommes connus comme Voltaire, Diderot, Pierre et Marie Curie, etc. Donc voilà, des grands hommes et des grandes femmes, puisque souvent on n'en parle pas assez aussi. Et tu l'as dit, la mémoire collective. Je pose la question ici, bah tiens, notre camarade qui est en train de filmer. Hop, on va se faire un petit selfie, puisque c'est aussi ça, Flash Talk. C'est quoi ton prénom, toi ? Moi, c'est Léon. Léo, merci de filmer cette émission, en tout cas. Si je te dis devoir de mémoire, à quoi tu penses, toi ? Se rappeler les événements passés. Se rappeler les événements passés. Est-ce que vous le faites aussi en cours ? Oui. Oui, non ? Oui. Ah non, non. S'il me dit non, c'est que c'est peut-être un mauvais élève. Sonia, je ne sais pas. Je vais poser la question à un prof parce que je crois que j'ai un prof qui est ici. Approche-toi, s'il te plaît. C'est quoi ton prénom ? Rémi, Rémi, t'es prof de quoi ? histoire géo. Quel établissement ? Louise Michel à Bobigny. Du côté de Bobigny. Alors, les gens ont dit ouais. Ok, on est au Stade de France ici, entendu. On a... Je crois qu'ils adorent tes cours. Je crois que c'est ça. Devoir de mémoire, on a des réponses qui sont assez éclectiques entre une élève qui est capable de me parler du Panthéon et un autre élève qui me dit oh, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop à l'école. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? Je crois que celui-là, c'était pas le mien. Mais plus globalement, du coup ? Bon, on en parle régulièrement, on fait de l'histoire. Après, il y a une différence entre l'histoire et la mémoire. Et le devoir de mémoire, c'est plus quelque chose qui est décidé d'un point de vue mémoriel et d'un point de vue politique. Moi, à mes élèves, j'essaie de leur transmettre l'histoire et ce que les programmes me demandent d'enseigner. C'est entendu. En tout cas, merci d'être présent aujourd'hui, place de la République. Alors, le devoir de mémoire, c'est quoi ? Cette expression est apparue dans les années 90 à propos de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la Shoah. Depuis, elle s'est élargie à d'autres épisodes tragiques de l'histoire. Fanny Bernardon nous rafraîchit la mémoire, c'est le Data Flash. Devoir de mémoire. L'expression est bien ancrée dans notre vocabulaire, mais à quoi fait-elle référence ? Première et Seconde Guerre mondiale, guerre d'Algérie, d'Indochine, la résistance, la Shoah ou encore l'esclavage. Et cette liste n'est pas exhaustive.
Aujourd'hui, la France compte 4 lois mémorielles. En 1990, la loi Guesso crée le délit de négationnisme du génocide juif. En 2001, la loi Taubira fait de la traite des Noirs un crime contre l'humanité. La même année, une autre reconnaît le génocide arménien. Et c'est en 2005 que la dernière reconnaît les sacrifices des Harkis. À cela s'ajoutent 12 commémorations nationales, parmi lesquelles la victoire du 8 mai 1945 ou encore le 28 avril comme journée du souvenir des victimes de la déportation. Un sondage publié en 2018 révèle pourtant qu'un Français sur 10 n'a jamais entendu parler de la Shoah. Alors, le devoir de mémoire est-il plus que jamais un impératif ? Vous entendez ces chiffres rappelés par notre collègue Fanny Bernardon qui nous dit un Français sur 10 n'a jamais entendu parler de la Shoah. Chez les jeunes, entre 18 et 24 ans, ce chiffre monte à 21%. 2 jeunes sur 10 ne savent pas ce qu'est la Shoah. C'est quoi ton prénom ? Aziz, Quel âge tu as, Aziz ? j'ai 15 ans. Il a entre 18 et 20. Il n'a pas 18 ans, ok. Est-ce que tu sais ce que c'est la Shoah ? Ouais, En 2 mots alors. C'est compliqué, mais qu'est-ce que ce serait ? bah, l'extermination des juifs. Bah, C'est pas mal. Derrière, je pose la question. Est-ce que quelqu'un peut m'en dire un petit peu plus ? C'est quoi ton prénom ? Est-ce qu'on peut venir jusqu'ici ? C'est quoi ? Fatima, Fatima, t'as quel âge toi ? 17 ans. 17 ans. Si je te parle de la Shoah, qu'est-ce que tu me dis ? Bah, c'est le génocide des Juifs. Finalement, je vous assure, hein, on pensait un peu les piéger. Et finalement, on se disait qu'ils savent ce que c'est. Tu connais les dates ? 1939 à 1945. On est quand même des bons hein, sur le public de Flash Talk. Justement, là, de ce côté, un historien nous a rejoint dans ce public, Sébastien Ledoux. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes auteur de l'ouvrage Le devoir de mémoire, une formule et son histoire. On parle du devoir de mémoire justement. D'où vient cette expression ? C'est une expression qui apparaît en fait dans les années 70. Autour de nouveaux usages du mot mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une expression qui va se cristalliser au début des années 1990 autour d'une controverse qui est la reconnaissance par l'État des persécutions antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on est avec le chef de l'État, François Mitterrand, qui refuse de s'excuser, de prendre position justement pour cette reconnaissance officielle-là. Et de plus en plus de personnes vont appeler à un devoir de mémoire qui, à ce moment-là, est vraiment associé à un devoir de vérité. C'est vraiment la question de la vérité historique, c'est-à-dire des faits qui se sont passés, la police française, l'État français qui a participé de façon active à la persécution et à l'extermination des Juifs sur le sol français. Et donc on demande effectivement à ce que cette vérité soit reconnue. Le mot, j'imagine, devoir est important. Ce serait quoi la différence entre le souvenir et mémoire ? La question de la mémoire, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'un philosophe a appelé, Saint-Augustin a appelé un présent du passé, c'est-à-dire quelque chose qui se vit, évidemment lié au passé, mais qui se vit d'abord et avant tout au présent. La question du souvenir est plus à distance en fait de nous-mêmes. Et la question de la mémoire, elle se vit en fait au jour d'aujourd'hui, parmi les individus qui nous composent et ici aujourd'hui sur cette place. J'ai pris 2 jeunes sur 10, je les ai pris au hasard. Chance, ils savaient ce que c'était la Shoah, mais on a quand même statistiquement beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que c'est un échec selon vous ? Alors c'est pas un échec parce qu'il faut aussi voir de l'autre côté, c'est-à-dire plus de 80% des élèves qui savent très bien exactement ce que ça veut dire. Il faut aussi pas oublier que dans certains enseignements, dans certaines écoles, on va surtout évoquer le génocide des Juifs. Donc il y a une question de terminologie. D'ailleurs, ils vous l'ont dit. C'est ce qu'ils nous ont répondu. Voilà, Shoah, extermination des Juifs ou génocide des Juifs. Mais en fait, pour certains enseignants, on va parler d'abord et avant tout de génocide des Juifs. Donc il faut repréciser aussi cette notion-là. Vous restez avec nous tout au long de l'émission. On reviendra tranquillement vers vous, évidemment, pour évoquer toutes ces notions. Et moi, je suis avec Raphaël Esraï. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Flash Talk. Monsieur Esraï, vous faites partie des 200 derniers survivants français des camps d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Vous avez été arrêté à l'âge de 18 ans car vous étiez résistant, vous étiez fabricant de faux papiers. Quand vous entendez que 2 jeunes sur 10, d'après ce sondage, ne savent pas ce que c'est que la Shoah, est-ce que ça vous choque ? Ça ne me choque pas particulièrement, je ne vais pas dire que ça me fasse plaisir, mais ça ne me choque pas particulièrement. Mais cela me fait revenir tout de même à m'adresser aux jeunes, parce que j'adore parler aux jeunes. D'abord, je leur dis bonjour, et content de vous voir. Écoutez, je vais vous dire, lorsque j'avais votre âge, ou lorsque nous étions près de votre âge, c'était évidemment la guerre. Et dans cette guerre, les choses ont été extrêmement difficiles pour beaucoup. Pourquoi ?
parce que l'ensemble des libertés a été supprimé, parce que ce qu'on appelait les valeurs de la République, celles que nous aimons, de liberté, d'égalité, de fraternité, sont parties. Eh bien, certains sont devenus résistants, très peu, mais tout de même pas mal. Et j'ai eu cet honneur d'être à la fois étudiant et résistant. J'ai été arrêté, torturé, et puis on a reconnu que j'étais juif après, dans le supplice de la baignoire. Et voilà, je me suis retrouvé à Drancy, puis à Auschwitz-Birkenau. Et c'est là où j'ai vu les pires choses, les pires assassinats. Et j'ai vu l'homme disparaître en tant qu'homme. Et nous qui avons témoigné, à quoi pensons-nous ? On pense qu'on a simplement envie de vous transmettre ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres hommes. Et le devoir de mémoire, eh bien justement, c'est de penser à ceux qui sont partis, parce que d'autres sont morts, parce que les résistants sont morts, parce que les soldats sont morts, parce que d'autres ont été... Et ce que nous avons appris à Auschwitz, eh bien, il faut qu'on vous le dise, ça me paraît essentiel, enfin tout au moins. On a appris qu'on doit considérer un homme toujours parce qu'il est un homme et rien d'autre, et non pas parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir, parce qu'il est rouge, parce qu'il est tout ce qu'on voudra, qu'il est juif ou tzigane, et par conséquent, un homme en vaut un autre. Et voilà, nous avons aussi appris la valeur de la vie et nous avons aussi appris l'indulgence et la tolérance. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Raphaël. Et vous reprenez la parole quand vous voulez pendant ce débat. Quand même, je me pose la question, on écoute ce témoignage en compagnie de notre historien. Le témoignage de Raphaël est poignant, malheureusement de plus en plus rare. Aussi, cette parole va se faire de plus en plus rare. On se rappelle aussi du dernier poilu qui est décédé en 2008. Ça vous alarme aussi, ça, que du coup... l'histoire vivante va s'éteindre ? Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le discours alarmiste. C'est vrai qu'on est en train de passer à une autre période. Forcément, les témoins disparaissent. Ils sont encore là, bien heureusement, quelques-uns d'entre eux. Il y a des films. On enregistre. Il y a énormément d'enregistrements de témoignages qui sont là et donc qui seront diffusés aussi dans les musées mémoriaux, en classe. Donc cette parole-là va continuer à exister sous d'autres formes. Et en même temps, je pense à d'autres périodes historiques. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, c'est des témoignages par rapport à la guerre d'Algérie. Donc là, on a de plus en plus de témoignages en classe qui se font d'anciens de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des combattants pour l'indépendance de l'Algérie, mais aussi avec des anciens appelés français du contingent, et avec aussi d'anciens rapatriés, ceux qu'on appelle les pieds noirs. Donc voilà, je pense que les formes de témoignages vont perdurer, vont se poursuivre sur d'autres modes, sur d'autres histoires. C'est entendu, je vois encore Raphaël, je l'adore. On a le même prénom, Raphaël. Il a les yeux qui pétillent. Il a 94 ans. Faites-lui, mais s'il vous plaît, mais un énorme boucan. Merci encore, Raphaël, d'être avec nous. Je me trouve aux côtés de Faiza Again. Bonjour Faiza, vous êtes romancière. Vous avez connu le succès mondial à 19 ans avec Kif Kif, demain best-seller vendu à plus de 400 000 exemplaires dans le monde. Votre dernier roman, Millennium Blues, est paru chez Fayard. Dans votre œuvre, il est aussi question de transmission, d'héritage, du décalage qu'il peut y avoir entre les générations. Vos parents, Faiza, sont originaires d'Algérie. On connaît la difficile relation de la France avec ce passé-là. Quel regard vous portez-vous sur cette histoire, sur cette mémoire, sur cette transmission, la mémoire? J'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était en fait pour moi, ce qui traversait mon œuvre, ce que j'écrivais, à quoi ça servait. Au-delà de la mémoire et de l'histoire collective, il y a une histoire intime, en particulier pour la France et l'Algérie, pour cette histoire un peu tumultueuse. On n'a pas de témoignages, on a très peu de témoignages de gens, la génération de mes parents, c'est une génération qui n'a pas parlé. Et donc je comprends maintenant que cette transmission pour moi elle est importante parce qu'il s'agit pour moi pas seulement d'écrire des romans sympas de fiction où on divertit les gens, mais aussi c'est une manière de recueillir la mémoire intime. Donc c'est une façon de laisser des traces de cette mémoire intime. Vos parents, vos grands-parents ne vous ont pas raconté cette histoire-là ? C'était pas un sujet dont on parlait dans votre famille ? Très très peu. Moi j'avais un papa qui était né donc, dans les années 30, qui est arrivé en France en 52, donc il y a très très longtemps, première génération d'immigrés. Et il m'a raconté très très peu de choses. C'est quand j'ai commencé à moi, en tant que lycéenne, m'informer par moi-même, en fait, un peu par chance, par accident, j'ai découvert des événements comme le 17 octobre 61 à Paris. Et j'ai appris par la suite que mon père avait été dans cette manifestation, qu'il avait été arrêté par la police française, qu'il avait été torturé, etc. Donc c'est par ma petite enquête personnelle de lycéenne que j'ai compris et appris l'histoire de ma famille. Ça, c'est aussi un travail que j'invite les jeunes à faire, souvent quand je fais des interventions dans les classes.
Ça suffit pas ce qu'on apprend à l'école en fait, ça suffit pas ce qu'on apprend en cours, il faut aller parler. On a encore la chance d'avoir des témoins, des gens qui sont là, qui ont vécu cette période et qui peuvent nous la raconter. C'est très très important de la recueillir par soi-même aussi. On a évoqué avec Sébastien, notre historien, et aussi avec Faiza, notre écrivaine, le 17 octobre 1961. Je crois que vous avez travaillé un petit peu dessus, les filles. C'est quoi ton prénom? C'est Ange. Quel âge tu as, Ange? 16 ans. 16 ans, t'es collégienne, lycéenne? Non, lycéenne. Je suis en première. En première. Qu'est-ce que tu en sais de cette date alors? On a effectué un TPE sur le 17 octobre. On a parlé de la répression qu'il y a eu lors de cette manifestation. On a essayé d'étudier les différents points de vue de la presse qui ont été transmis à l'époque et voir ce qu'on a gardé aujourd'hui de cet événement. Est-ce que tu connaissais cette date, ce qui s'était passé avant de travailler dessus en cours? Non, du tout. J'en avais jamais entendu parler. Et après avoir bossé dessus, toi aussi tu as travaillé dessus, hein. C'est quoi ton prénom? Béatrice. Béatrice. Après avoir travaillé sur le 17 octobre 61, vous vous dites que effectivement c'est l'histoire collective, c'est notre histoire à tous, l'histoire de France? Oui, ça fait en grande partie de l'histoire de France. C'est une grande répression qui a eu lieu, je crois que c'est une des plus grandes qui a eu lieu au XXe siècle. Et je pense que c'est important de raconter ça, se souvenir des personnes qui sont mortes lors de cet événement. Et encore aujourd'hui, le bilan n'est pas du tout exact, donc il y a encore une grande part d'ombre sur cet événement. C'est entendu, comme quoi l'histoire circule, ma chère Sonia. Sébastien Ledoux, en septembre dernier, Emmanuel Macron a décidé de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin, ce mathématicien communiste, militant de l'indépendance de l'Algérie, arrêté en 1957 en pleine bataille d'Alger, torturé par l'armée française et disparu sans laisser de traces. Reconnaître ces crimes, demander pardon, ça fait aussi partie de ce devoir de mémoire? Oui, en tout cas, historiquement, l'usage du terme revient et rejoint tout à fait ça. On est face à la reconnaissance d'une vérité historique qui a souvent et longtemps été occultée et qui a longtemps été soumis à l'oubli officiel de l'État. L'État français n'a pas effectivement souhaité faire cette reconnaissance par rapport à Maurice Audin. Et donc là, je dirais, il y a aussi, vous savez, il y a une pétition qui a circulé juste après, il y a aussi des milliers d'autres Maurice Audin. Donc Maurice Audin est un cas individuel, mais il y a eu énormément de disparus pendant cette guerre d'Algérie, des deux côtés, et du côté évidemment algérien aussi. Je me tiens à côté d'un grand bonhomme, monsieur Claudie Sierre. Comment ça va, Claudie? Écoute, ça va, Raph. On en entend des choses aujourd'hui, j'imagine qu'ils peuvent remuer également. Je te resitue, journaliste à RFI, Radio France Internationale. Tu as été délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer sous Nicolas Sarkozy, président. Et tu as été le premier à organiser en France en 1993 une marche pour commémorer l'abolition de l'esclavage qui a contribué à la loi Taubira, rappelons-le, de 2001, qui reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Alors, mon Claudie, est-ce qu'on est plus enclin à commémorer nos gloires qu'à se souvenir de nos blessures, de nos ambiguïtés, de nos crimes? Lorsque je regarde, là, le public ici présent, je vois l'histoire de la France. L'histoire de la France, son passé colonial. Lorsque je vois des visages asiatiques, ça nous rappelle l'Indochine, le Cambodge, Shanghai également. Lorsque je vois des visages indiens, la colonie de Pondichéry, de la France, des visages noirs africains. Ça nous rappelle évidemment cette colonisation sur ce continent africain après la conférence de Berlin, novembre 1884 jusqu'en février 1885, où l'Europe s'est partagée l'Afrique. Lorsque je vois toutes ces confessions, que je suppose en tout cas chez les uns et les autres, je me dis voilà, c'est ça l'histoire de la France. Et la France finalement, aujourd'hui encore, et c'est son grand drame, traverse une crise identitaire parce qu'elle ne se voit pas telle qu'elle est, elle ne se reconnaît pas telle qu'elle est. C'est-à-dire, elle ruse avec ses principes d'égalité, fraternité et donc de liberté. Cette liberté-là, c'est de pouvoir dire qui nous sommes dans cet ensemble français, dans cette citoyenneté. Lorsque la France acceptera sur les histoires de colonisation et d'esclavage de demander pardon aussi, et puisque nous avons beaucoup d'élèves ici, je les invite à lire André Gide, Congo-Océan, qui relate l'histoire de la construction de cette voie ferrée qui permettait de sortir du cœur de la forêt africaine toutes les matières premières et les bois. Et André Gide écrit que chaque traverse du Congo-Océan a coûté une vie humaine, une vie africaine. Et en ce qui concerne l'esclavage, puisque tout à l'heure tu disais, il y a un pourcentage quand même de jeunes qui ne connaissent pas la Shoah, qui ne savent pas de quoi il est question. Alors sur l'esclavage, on sait plus? Alors, on en sait encore moins. Et moi j'étais très ému tout à l'heure d'être aux côtés, d'être juste derrière Raphaël, d'avoir entendu ce propos-là. Parce qu'il faut que les jeunes comprennent que lorsque l'on attaque
dans ce monde, sur cette planète, un juif, un Rohingya, un Vietnamien, un Algérien, un musulman, quelle que soit la couleur de la peau, la religion de la personne, c'est nous qui sommes attaqués. On doit être capable de dire « je suis l'autre, je suis celui qui souffre ». Et c'est bien de cela dont ce monde a besoin aujourd'hui, c'est de cette empathie-là et de ce projet de civilisation pour le monde, pour un autre monde. Mon cher Claudie, quand même, une question sur la transmission. À qui incombe ce devoir de mémoire? Est-ce que c'est l'État qui doit le faire? Est-ce que du coup c'est l'école? Est-ce que c'est la famille? Je crois que, évidemment, les responsabilités dans cette question-là sont partagées. C'est l'État, déjà. Lorsque Jacques Chirac demande pardon, effectivement, et il a eu raison, parce que l'administration française, même sous occupation allemande, mais l'administration française a participé à un crime contre l'humanité, à la déportation des Juifs, il a raison. On doit aussi aujourd'hui être capable de demander pardon lorsque vous regardez les Amériques, les Caraïbes. Tous les Noirs qu'il y a dans ces territoires-là sont des descendants d'esclaves. Donc là, on peut visualiser, on peut toucher cela. Et puis il y a les parents. À quel moment sommes-nous capables de dire « je ne dois pas avoir peur de dire qui je suis parce que ce n'est jamais en opposition à l'autre, mais c'est pour construire quelque chose tous ensemble ». Donc il faut que chacun comprenne que le crime, il a permis à une société, à un pays de se construire. Mais on ne doit pas oublier cette mémoire-là et on doit surtout la transmettre, les parents, l'école, l'État surtout et avant tout l'État. Merci Claudie. On va parler de ça d'ailleurs tout à l'heure avec un guide touristique pas comme les autres qui s'appelle Kevin Donna. Restez bien avec nous. Mais d'abord, on va s'arrêter un peu sur cette école, sur cette transmission de la mémoire à l'école. Bonjour Mama, vous avez quel âge? 16 ans. Vous êtes en première. Vous êtes en première, à Bobigny, je crois, avec le prof d'histoire qui est avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on vous a appris à l'école l'histoire de l'esclavage? Une petite partie. Moi, c'est plutôt les gens de ma famille, mes grands-parents, mon cousin qui m'ont parlé de l'esclavage. Je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'école et je pense qu'on devrait en parler plus parce que c'est notre histoire. Et on n'en parle pas assez. Alors, qu'en dit le prof d'histoire quand même? J'aimerais bien vous entendre, Rémi. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cet élève, Mama, qui vous dit on n'enseigne pas assez l'histoire de l'esclavage à l'école? C'est vrai qu'on l'enseigne peu. Je pense qu'elle pensait effectivement à ses ancêtres qui avaient pu subir ce crime. C'est rapidement évoqué dans les programmes scolaires au collège, mais au lycée, ça disparaît quasiment totalement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on écarte. Et d'ailleurs, quand il y a des modifications de programmes scolaires qui veulent introduire un petit peu une dimension un peu plus forte sur l'esclavage, il y a souvent des cris d'orfraie de la société. Effectivement, je trouve regrettable qu'on ne laisse pas place à une plus grande diversité d'histoires enseignées en France. Alors justement, j'ai des élèves qui tout à l'heure ont voulu réagir aux propos de Claudie Siard. Qu'est-ce que vous disiez? Que finalement l'esclavage, vous l'avez vu en cours? C'est quoi ton prénom? Ilyes. Ilyes, t'es en quelle classe toi? En troisième. En troisième. Et tu as vu l'histoire de l'esclavage alors? Oui. En quatrième. En quatrième. Tu t'en souviens ou pas? Oui. Il va vous expliquer. À quel point tu t'en souviens? Il va vous expliquer. Non mais c'est compliqué parce que évidemment pendant que vous preniez la parole, je discutais un peu en antenne avec eux et ils me disent on l'a vu, mais on s'en souvient pas. Pourquoi vous en souvenez pas? C'est quoi ton prénom? Jatine. Alors pourquoi est-ce que on s'en souvient pas? Parce qu'on n'insiste pas assez en cours. On en parle assez peu. Je pense que c'est 1 ou 2 chapitres sur ça. Faudrait insister pour qu'on s'en souvienne. Parce que la plupart d'entre nous, on s'en souvient plus. Ce qu'on a étudié en quatrième. Raphaël, je suis avec Sébastien Ledoux qui voulait dire un mot là-dessus. Oui, juste 2 témoignages qu'on voit. Une élève qui n'a pas vraiment beaucoup reçu cet enseignement-là, et puis l'autre, si, oui. Donc moi, je tiens juste à préciser, après la loi Taubira 2001, on a justement des prescriptions, des programmes scolaires qui vont intégrer cette question-là à l'école primaire, et puis ensuite au collège, donc c'est en quatrième, c'est tout à fait ça. Donc voilà, on l'enseigne un peu plus. Après, effectivement, ça dépend des enseignants, mais je tiens quand même à souligner ça, c'est qu'il y a quand même une évolution dans ce sens-là, dans le sens de cet enseignement-là. Et même Christiane Taubira et Jean-Marc Ayrault se sont battus très récemment, c'est vraiment l'actualité là, très récemment, il y a 2-3 mois, pour que cette page de l'histoire nationale française fasse partie des nouveaux programmes de lycée. Donc on est aussi sur ces batailles tous les jours, et donc il faut effectivement lutter pour que cette histoire soit enseignée. Jean-Marc Ayrault, je le précise, qui va présider la fondation sur la mémoire de l'esclavage qui devrait être installée en 2019 au musée de la Marine. C'est à ce titre-là justement qu'il a réclamé cette intégration dans les programmes lycée.
Beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Par exemple, Bayou44 qui nous dit « Je suis prof dans un collège à Nantes chaque année. J'emmène les élèves au mémorial de l'abolition de l'esclavage. » Bravo à toi, Bayou. Ernabourg qui nous dit encore « Je suis étudiante allemande à Paris dans mon lycée de Hambourg. On étudie beaucoup la Shoah et le Troisième Reich pour que jamais ça ne se reproduise. » Et enfin, Patrick Mort qui nous dit « On parle de devoir de mémoire, mais quelle mémoire et quelle histoire? Les programmes scolaires sont souvent subjectifs. » Justement, on parlait des programmes scolaires à l'instant. J'évoquais la présence de ce guide pas comme les autres avec Claudicia. Je présente Kevin Donna. Bonjour Kevin, comment ça va? Bonjour Rafale. Eh ben, on est très content de te recevoir, Kevin. Toi, tu proposes une visite du Paris Noir. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste? Alors l'idée, en fait, le Paris Noir, c'est un ensemble de visites qui retrace les parcours de grandes personnalités du monde noir au sens large, donc Afrique, Caraïbes, États-Unis, et passer par la ville de Paris. J'aimais beaucoup mon activité de guide, de rencontrer des gens du monde entier, de leur transmettre cette passion, cet amour pour Paris, mais j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait des sujets qui n'étaient pas faciles à aborder. Et puis qu'en même temps, les touristes étrangers étaient surpris par la diversité à Paris. Les gens ont beaucoup d'images reçues sur ce que c'est la France, sur ce que c'est un Français, ce à quoi ressemble un Français. La parisienne. Exactement. Ouais. Et puis après, ce que je dis un peu en guise de boutade, c'est que les gens arrivent à Charles de Gaulle, ils prennent leur RERB, ils arrivent à Gare du Nord, et puis ensuite ils prennent leur Airbnb à Château d'Eau, etc. Et ensuite là, ils tombent dans les pommes. Et là, ils tombent dans les pommes, et puis après, ils font une visite, ils arrivent à Notre-Dame, et le guide, c'est moi. Donc ça soulevait beaucoup de questions sur la présence de Noirs à Paris. C'est comme ça que l'idée que les visites du Paris Noir sont développées. Alors, peut-être un lieu emblématique. Tout à l'heure, on parlait du Panthéon, un des rares lieux à Paris où vont entendre parler de cette histoire qui m'intéresse, de cette histoire des colonies, sur cette histoire de l'abolition de l'esclavage. Et donc le Panthéon, c'est un monument pour moi qui raconte beaucoup de choses sur l'histoire de France, parce que déjà c'était une église qui a été ensuite à plusieurs reprises transformée, modifiée. Et puis oui, c'est un endroit où vous allez trouver Alexandre Dumas, Aimé Césaire, Félix Éboué, une plaque pour Toussaint Louverture, une plaque pour Delgrès, Victor Schellcher, enfin plein de gens liés à cette histoire noire ou à cette histoire de l'abolition de l'esclavage. Paris, c'est à la fois une ville de liberté, de lumière, de rencontres de gens qui viennent du monde entier, mais ça a aussi pendant très longtemps été la capitale d'un immense empire colonial qui parfois était assez autoritaire, voire brutal. Donc on essaie de parler des deux de façon ouverte, sans tabou. Et ça brise beaucoup d'idées reçues qu'on a sur la présence de personnes noires en France, qui est beaucoup plus ancienne qu'on peut le penser. On est combien aujourd'hui? On est à peu près 150 autour du tapis. On y va tous, on fait le Paris Noir? On y va tous, on boucle tous ensemble? Ouais? Ok, bon, ça va te faire du taf, mon Kevin. Et l'école dans tout ça, on en parlait tout à l'heure, on va y retourner. On évoquait tout à l'heure les lacunes d'une partie de la jeunesse, pas celle qui est là aujourd'hui, évidemment, dans sa connaissance de l'histoire. Un petit tour sur les réseaux sociaux ne se révèle pas, vous allez le voir, forcément très rassurant. C'est le Story Flash, il est signé Juliette Jean. Le devoir de mémoire, c'est parfois commencer par mémoriser les dates historiques, ce qui n'est pas gagné pour cet élève de petit prof. Que se passe-t-il le 6 juin 1944, l'appel du 18 juin? L'écolier suivant a quant à lui une interprétation intéressante du débarquement. On peut dire que les Américains sont les premiers touristes à avoir profité des plages de Normandie. Et dans un registre plus révisionniste, Hitler créera le nazisme et les premiers congés payés. Pour cet autre cancre, le hasard fait bien les choses. Et c'est plus qu'un symbole si la prise de la Bastille s'est déroulée un 14 juillet, c'est-à-dire le même jour que la fête nationale. Une candidate de télé-réalité a quant à elle du mal à reconnaître un homme qu'il peut arriver de croiser dans les livres d'histoire. C'est qui ce mec qui est partout dans notre maison sur les tableaux là? Tu n'as pas demandé ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Bah si, c'est vrai que dans la maison, il y a des tableaux d'un mec. Je sais pas qui c'est. Apparemment, même après le bac, ça ne s'arrange pas pour tout le monde. Je me trouve aux côtés de Florian Dresne, prof d'histoire géo dans un collège du Val-de-Marne. Est-ce que ça vous fait bondir d'entendre ça? Est-ce que les élèves d'aujourd'hui connaissent plus mal l'histoire que leurs aînés? Alors, je ne partage pas du tout cet avis, en fait. Moi, je suis toujours surpris par la vigueur d'esprit des élèves. Et effectivement, on peut y avoir des erreurs factuelles. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus de développer avec eux, c'est leur esprit critique. J'expliquais tout à l'heure le collègue, on est plus dans un devoir d'histoire que de mémoire. La mémorisation, ça pose un problème, parce qu'on peut mémoriser n'importe quoi, y compris des thèses complotistes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de leur faire comprendre quels sont les faits, comment on peut les prouver historiquement, et qu'ils aient ainsi l'appareil intellectuel pour le faire. Et vous en avez beaucoup des élèves qui vous parlent de thèses complotistes en cours? Alors, quand on fait un main levée dans la classe, on en a toujours très peu. Mais là, on m'a encore dit que de toute façon, l'homme n'était jamais allé sur la Lune.
c'est très compliqué de travailler là-dessus parce que c'est une croyance. La croyance ne repose pas sur des faits, donc difficile à démonter. Mais on développe justement des cours pour apprendre à démonter ces théories du complot, oui, qui s'inscrivent pleinement dans le travail d'histoire. C'est exactement ça, un fait historique n'est pas un complot, c'est pas la même chose. Est-ce que les élèves d'aujourd'hui ont plus tendance à douter, à interroger les programmes, ce que vous leur racontez en classe? Ils ne remettent pas vraiment en cause ce qu'on leur dit puisqu'ils sont dans une posture d'élèves où ils restent assis en l'occurrence. Mais je pense que dans leur tête, oui, effectivement, il y a une pluralité des médias auxquels ils ont accès avec tous les réseaux sociaux qui fait qu'ils ont du mal à distinguer une information légitime, la nôtre en l'occurrence, d'une information qui n'est pas du tout sourcée. Et sur la question de la concurrence des mémoires, est-ce que c'est un phénomène que vous vivez aussi dans vos classes? Pourquoi on nous parle beaucoup de la Shoah et très peu de l'histoire de l'esclavage, par exemple? Les moments qui peuvent être un peu tendus parfois, c'est quand on va parler notamment de la guerre d'Algérie, où on va avoir des enfants qui vont tenir des propos pas forcément, qu'on doit recadrer en tout cas, et qui posent problème, qui posent question en tout cas, qu'on doit travailler avec eux. Mais c'est sûr que c'est passionnant. On continue de se parler évidemment du devoir de mémoire. Deux intervenants que vous avez déjà entendus mais qui tenaient à reprendre la parole. On parlait justement des thèses complotistes qui sont véhiculées notamment assez rapidement, hein, comme une traînée de poudre, aussi via les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi très positif les réseaux sociaux, Claudie. Effectivement, je pense que les réseaux sociaux permettent à bon nombre aujourd'hui de jeunes de comprendre et de connaître cette histoire. Et ça, c'est important. Lorsqu'on parle également de complotisme, de concurrence des mémoires, je pense qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas d'échelle dans l'horreur humaine et dans les crimes contre l'humanité perpétrés par un groupe humain contre un autre groupe humain. Il faut juste rappeler que ces injustices-là, elles sont ressenties parce que vous avez des jeunes qui appartiennent à une communauté et ils ont le sentiment que leur communauté n'est pas mise en avant ou en tout cas traitée ou en tout cas honorée comme une autre communauté. Et c'est contre cela que nous devons nous battre, mais en faisant très attention. Ce n'est pas parce qu'on convoque l'histoire qu'on doit être prisonnier de l'histoire. Et je suis toujours aussi avec Raphaël, notre vaillant Raphaël. Je rappelle, il a été résistant à 18 ans. Il a été arrêté et envoyé à Auschwitz-Birkenau. C'est l'un des 200 derniers survivants. Et vraiment, il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu avais envie de dire encore, Raphaël? Je voulais dire que la jeunesse, elle a son rôle, c'est-à-dire d'aider les vivants et de continuer à construire et d'avancer. Et si l'on parle de devoir de mémoire, de travail de mémoire, la non-reconnaissance ou difficile de la Shoah, eh bien, après ce qu'il y a eu tout de même le Cambodge, il y a eu tout de même le Rwanda, il y a eu aussi, même en Europe. Autrement dit, l'idée fondamentale, c'est que nous souhaitons que vous réfléchissiez sur des choses qui sont des choses profondes. Et vous devez vous construire pour être suffisamment intelligent, capable de réfléchir et ne pas vous laisser berner, que vous soyez capable de prendre les positions que vous avez à prendre, quelles qu'elles soient blanches ou qu'elles soient noires, mais qu'elles soient réfléchies. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons avec beaucoup de bonheur pour le futur. C'est une belle leçon qu'on prend aujourd'hui dans Flash Talk. Virginie Sassoun est parmi nous également aujourd'hui. Bonjour Virginie, vous êtes responsable du laboratoire et du pôle formation du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, pour produire des contenus à transmettre et à diffuser à l'école. Je crois que vous aviez d'abord envie de réagir à ce que nous disait tout à l'heure Florian Dren, ce prof d'histoire géo qui nous disait, voilà, ça m'arrive d'être confronté dans ma classe à des thèses complotistes, à des élèves qui contestent en fait le récit qu'on leur fait de l'histoire. Oui, bien sûr. Et puis le CLEMI est là aussi pour ça, pour accompagner aussi les enseignants, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les élèves là qui sont ici aujourd'hui, je pense, peuvent tous attester qu'ils s'informent différemment de leurs parents. Ils s'informent via bien souvent les réseaux sociaux et il y a aussi une certaine défiance vis-à-vis des médias traditionnels. Il y a aussi une défiance qui se développe vis-à-vis de l'école, des sciences et par rapport à cette défiance, il faut pouvoir apporter des réponses très concrètes et accompagner les enseignants. Donc les enseignants sont bien souvent démunis par rapport à cette défiance qu'ont certains de leurs élèves et je crois qu'il faut aussi dire que l'école ne peut pas tout, que c'est avec les institutions culturelles, l'État, mais aussi les familles qu'il faut avancer ensemble. Pourquoi commémorer tel événement et pas un autre? Est-ce que le devoir de mémoire est le même pour toutes les guerres, toutes les atrocités?
Mais je crois que la problématique avec le devoir de mémoire, c'est quand il est perçu comme une injonction. Et ce qu'il faut développer aussi aujourd'hui, c'est susciter une adhésion, créer du sens. Dans devoir de mémoire, il y a devoir. On le voit par exemple avec Charlie Hebdo. On revient là-dessus, ça crée parfois des crispations. Il y a vraiment une nécessité de revenir là-dessus. Alors le devoir de mémoire, oui, quand il est perçu comme une injonction, c'est problématique. Et l'enjeu d'un point de vue de l'éducation, c'est comment créer le désir de partager, le désir d'apprendre. Ça passe par le développement de l'esprit critique, le désir de se former et aussi la notion de complexité. C'est un sacré défi pour les enseignants. Évidemment aussi beaucoup de réactions ici sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Par exemple, Hardnast First qui nous dit « Toutes les mémoires ne sont pas traitées de façon égale ». Et ça, c'est dommage. Le devoir de mémoire devrait concerner tous les drames. Ou encore Larlouchette 3 qui nous dit « J'étais scandalisé par le devoir de CM2 qui vantait les bienfaits de la colonisation. Comment a-t-on pu en arriver ici ?» Notre community manager s'appelle Charlie, mon Charlie. On a lancé aussi un sondage sur Instagram avec le compte Instagram officiel de FlashTalk, @FlashTalkOff. Exactement, on a posé une question sur Instagram. On a demandé « En fait-on trop avec l'histoire coloniale et l'esclavage ?» Réponse assez tranchée puisque c'est un non à 78% et un oui à 22%. Tu m'as rassuré, hein. Avec ta petite tête, je me suis dit, oulala, ça va aller dans le contraire, on est mal. Notre camarade Mikaya est la fidèle au poste, ses crayons aussi. Premier dessin, mon Mikaya. Oui, bonjour. Eh ben, j'ai rebondi à l'intervention vraiment touchante de Raphaël. Et on voit la transmission de génération, un père et un fils devant un monument pour la paix. Et le gamin qui dit à son père, « Dis papa, pourquoi ils ont sculpté un pigeon ?» Mais non, mon petit, c'est une colombe, mon chéri. Un autre dessin, Mikaya. Oui, j'étais aussi étonné. J'ai appris avec plaisir la visite touristique du Paris Noir et ça m'a inspiré un dessin avec un touriste qui est là et qui dit ça commence mal devant la rue Blanche. Ok, je vais l'offrir à Kevin si ça ne te dérange pas. Un autre dessin encore. Oui, on a parlé aussi du dur travail des professeurs, le devoir de mémoire et l'école. Le professeur qui demande « Peux-tu me dire ce qu'est le devoir de mémoire ?» et l'élève qui dit « J'ai oublié ». Ah, j'en ai eu quelques-uns dans le public tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure, Mikaya. À tout à l'heure. Je suis avec Lorena qui voulait réagir. On parlait tout à l'heure de cette question de la concurrence des mémoires. Vous avez souhaité avoir la parole. En 1990 a eu lieu la loi de Guesso qui dit qui interdit le négationnisme et le révisionnisme. C'est le fait de nier des faits collectifs qui traitent sur la mémoire collective. Voilà. Merci beaucoup, Lorena. Et Faïza Aghen, vous vouliez ajouter quelque chose aussi au débat ? Oui, très rapidement, j'aimerais juste faire le lien entre le devoir de mémoire, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, et c'est des jeunes à qui on s'adresse, donc à l'avenir, et dire que c'est ce trait d'union-là, comprendre son histoire et se sentir reconnu comme appartenir à un groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire de chacun de son côté, mais tous ensemble qu'on se sente en fait concernés par l'histoire en général, que ce soit la guerre d'Algérie ou la Deuxième Guerre mondiale ou ce qui s'est passé au Cambodge. En fait, toutes ces histoires-là, c'est notre histoire à nous tous. Et donc, je voulais faire le lien parce que donc on a évoqué la radicalisation. Tout le monde s'inquiète un peu pour la jeunesse, pour une France qui est en train de se fragmenter. Donc, je pense qu'il faut faire le lien aussi en disant si on a envie de se sentir français et appartenir à un collectif, il faut qu'on règle ces histoires de mémoire, de déni de mémoire, etc. Voilà. Merci beaucoup, Faïza. Moi, je suis avec une photographe, Nadia Meklouf. Comment ça va, Nadia ? Ça va très bien. Nadia, toi, tu travailles sur les femmes qui, selon toi, sont les grandes oubliées des récits de guerre, et plus particulièrement les femmes algériennes. Je me trompe ? Non, tu as tout à fait raison. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce travail-là, parce que malheureusement, on parle très peu des femmes, en règle générale, qui ont fait la guerre. Mais pendant la guerre d'Algérie, on en parle forcément beaucoup moins. Et j'ai mené ce travail-là pendant 2-3 ans et j'ai recueilli la parole de ces femmes-là qui sont invisibles et qui ont été invisibilisées. Et ça me paraissait important de raconter l'histoire de chacune d'entre elles. Il y a des juives, il y a des musulmanes, il y a des athées, il y a des catholiques. Alors, ce n'est pas la majorité, mais il en existe. Et pour moi, ça me paraissait important de faire ce travail-là et de rendre compte de ce projet-là et de cette partie de l'histoire qu'on ne connaît pas du tout. On a de la chance, il fait très beau aujourd'hui, place de la République à Paris, mais ça va être un peu plus compliqué peut-être pour nous montrer ici sur la tablette le travail photographique. Est-ce que tu peux, toi, nous raconter peut-être une photo emblématique
le récit d'une de ces femmes que tu as pu prendre en photo, immortaliser? Alors il y en a plusieurs, puisque j'ai fait une trentaine de portraits de photos de femmes. C'est des diptyques photographiques. Alors il y a les photos aujourd'hui en noir et blanc à droite et à gauche, il y a des photos d'archives. Il faut savoir qu'il y a 50 ans qui séparent la photo d'aujourd'hui de la photo d'époque. Très rapidement, je vais vous parler d'Enda. Enda qui était comédienne dans la troupe artistique du FLN. Le FLN, c'est le Front de Libération Nationale. Et en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait dans le monde entier, notamment dans les pays communistes, pour faire prendre conscience de ce qui se passait en Algérie, mais cette fois-ci pas à travers les armes, mais à travers l'art. Et ça, c'est des choses qu'on connaît pas du tout, par exemple. C'est sûr. En tout cas, elle est magnifique. Est-ce que les cours d'histoire ont une mémoire sélective? Dans ce cas précis, oui, puisque les femmes dans les guerres, on en parle. Alors, il doit y avoir 1 ou 2 lignes, mais c'est vraiment les oubliés de l'histoire. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, nous, les femmes, on n'ait pas d'autres femmes qui puissent, sur lesquelles on puisse se reposer, qui puissent être un modèle. Les historiens, les profs d'histoire, les sociologues, je trouve qu'on en parle, mais elles sont vraiment invisibilisées. Et c'est vraiment, vraiment dommage aujourd'hui qu'on en parle si peu. Alors, je crois que Florian Drey, je vous entends dire c'est pas vrai. Je bondis en fait. Déjà, les professeurs, ça me met mal à l'aise de généraliser. En fait, non, on a des chapitres, on a un chapitre entier sur l'histoire des femmes. Évidemment, c'est pas assez puisque l'histoire a été écrite par les vainqueurs, les hommes, et on doit travailler dessus. Mais excusez-moi, les femmes aussi, hein, elles ont beaucoup participé, si ce n'est plus que les hommes pendant les guerres. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle de l'écriture de l'histoire. Moi, je passe au moins 1 mois avec les élèves pour travailler sur les stéréotypes de genre, pour leur montrer qu'on leur inculque des choses qu'ils n'ont pas à garder en tête et que les femmes et hommes œuvrent ensemble. C'est pas les hommes contre les femmes et c'est pas les femmes contre les hommes. Et il y a pas, et justement, on travaille beaucoup là-dessus. Donc quand j'entends les professeurs ne parlent pas de ça, ça me met très mal. Alors je vais juste rebondir là-dessus. Une précision alors. Juste une précision, il n'y a pas un combat des hommes par rapport aux femmes ou des femmes par rapport aux hommes. C'est juste replacer la femme dans un contexte historique qui existe malheureusement peu. Et là, je pense qu'on est un peu d'accord pour dire que malheureusement, on n'en parle pas assez. Et c'est pas pour vous blâmer vous ou blâmer l'éducation nationale. C'est juste que nous, en tant que femmes, on a besoin d'avoir des modèles, des représentants. Et je trouve que c'est pas assez. C'est tout simplement ça. Et un chapitre, on peut faire mieux, c'est sûr. Ouais, ça, c'est un chapitre et puis d'ailleurs, pas que les femmes. Hein. Nous aussi, on a besoin d'avoir des modèles féminins. Merci. Exactement. Tout le monde a besoin de modèles féminins, hommes comme femmes. C'est vraiment quelque chose de commun, quoi. Donc mais c'est à nous de le mettre en avant, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Allez, ils sont tombés d'accord. Allez, la mémoire, ça se travaille. Et pour nous aider, Charlie Célinin est allé demander conseil à un champion en la matière. Regardez, c'est le hashtag de Charlie. Bonjour. Comment faire pour mémoriser des dates? Pour pouvoir mémoriser, il y a 3 ingrédients clés. 1, il faut être capable d'être attentif. 2, d'associer. 3, de répéter. La difficulté avec les dates, c'est la 2e phase, l'association. Donc prenons des exemples ensemble pour voir comment mémoriser des dates. 1944, droit de vote des femmes en France. Pour 1944, j'imagine 4-4, donc un 4-4. Et droit de vote, donc une urne avec des femmes. Et là, j'imagine, dans un 4-4, des femmes qui sont en train de voter. En 1938, c'est la nuit de cristal. En 1938, 3-8, donc 3 huîtres, et une nuit de cristal, une boule de cristal. Donc là, j'imagine 3 huîtres qui sont en train de regarder cette boule de cristal. En 2010, c'est le printemps arabe. Alors 2010, j'associe ça à donc 20, du vin, et 10, c'est la moitié, une bouteille de vin coupée en 2. Et enfin, printemps arabe, j'imagine donc des foules comme ça qui sont en train de manifester. Et maintenant, j'invente une histoire entre ces foules qui manifestent avec des bouteilles de vin coupées en 2. Et rappelez-vous, on est tous des génies de la mémoire. Il y a 2 secrets. 1, connaître la bonne stratégie. Et 2, s'entraîner. Et je rappelle que Sébastien Martinez, le champion de mémoire, est également l'auteur d'une BD, Une mémoire de roi, parue aux éditions Premier Parallèle. Je voudrais qu'on parle à présent de la question des commémorations. Sébastien Ledoux, on entend parfois un certain nombre de voix qui disent qu'il y a trop de commémorations en France. La France serait malade d'une obsession commémorative. Qu'est-ce que vous en dites? La question, elle est pertinente, elle se pose, dans la mesure où quelle efficacité quand, en gros, tous les mois ou tous les 2 mois, on a à nouveau une commémoration. Il y a déjà eu une commission qui a réfléchi là-dessus pour rassembler les commémorations en 2-3 jours simplement. Ça a fait beaucoup de débats, beaucoup de polémiques. Je pense que la question, elle reste posée. Je pense que la question, elle doit se poser, à la limite, à y réfléchir, on va dire, collectivement.
Eh ben, on va en profiter d'être tous ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour, comment vous vous appelez? Abel Boy, et je suis le président d'une association qui s'appelle Tous Uniques, Tous Unis. Est-ce qu'il y a trop de commémorations en France, Abel? Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, je ne pense pas qu'il y ait trop de commémorations, mais on voit que cette pensée est un peu l'illustration de l'esprit individualiste qu'il y a dans la nation. Ce qui mine la France aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de communautés d'histoire, et un des défis de la France du XXIe siècle, c'est comment passer de plusieurs communautés d'histoire à une histoire commune et diverse en même temps qui nous concerne tous, et pas seulement qui nous concerne par rapport au pays d'origine ou au fait que l'on soit français depuis plusieurs générations. Donc c'est un vrai défi pour la jeunesse. Les commémorations de l'abolition pour l'esclavage, ce n'est pas qu'aux Français noirs ou aux étrangers d'origine africaine de se sentir concernés. Ça doit tous nous concerner, comme la Shoah, comme l'histoire des travailleurs chinois à la Première Guerre mondiale. On doit tous se sentir tous uniques, tous unis, tout simplement. Et ça permettra aux jeunes d'avoir un ancrage dans la nation plus profond et qui permettra qu'ils puissent devenir des citoyens accomplis dans un projet anthropologique fort qui leur permettra une émancipation parfaite dans l'identité française. Donc il n'y a pas trop de commémorations pour vous, si j'ai bien compris votre réponse. Je suis avec Titus, vous m'avez confié que vous aviez une question à poser aujourd'hui. Moi, ma question, en fait, c'est malgré tous les devoirs de mémoire et malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les morts, malgré tous les massacres, malgré toutes les guerres, malgré tout ce qu'on peut faire, on a l'impression que ça se reproduit toujours. Tous les 50 ans, on ne comprend pas, c'est les mêmes tragédies, c'est les mêmes guerres. Ce qui se passe au Congo, au Yémen, quand on voit que la France vend des armes et tout, on a une certaine part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on comprend à quoi ça sert ces devoirs de mémoire quand ça se reproduit, quand il y a les mêmes guerres, quand c'est toujours la même chose? C'est un peu lassant. Alors, qui veut répondre à Titus? Vous n'allez pas le laisser sans réponse, hein? Allez, Claudie. Juste dire que ça nous rappelle juste à tous que les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, sont tous les mêmes et ils sont tous capables du pire comme du meilleur. Si on ne veut pas sombrer, il va falloir que l'on repense le monde et qu'on se repense soi-même individuellement et collectivement. Merci, Claudie. Et moi, je me tiens aux côtés de Mathieu. Mathieu Peng, comment ça va, Mathieu? Ça va bien et toi? Mathieu, très bien, merci. Documentariste franco-cambodgien qui interroge souvent sa double culture. Tu as travaillé notamment avec un autre cinéaste bien connu qui s'appelle Ritipan. Tu as réalisé L'Absence, un doc à la première personne à la recherche du Cambodge, de l'enfance de ton père. 45 ans après le génocide cambodgien, est-ce que les langues se délient enfin? Le devoir de mémoire, c'est important, mais c'est vrai que pour parler du Cambodge, il faut aussi pouvoir se remémorer. C'est vrai que le génocide a coûté la vie à près d'un tiers de la population et le reste est parti s'exiler États-Unis, France, Canada, etc. Donc il y a toute une partie de la mémoire et un pan de la mémoire du Cambodge qui a disparu et il n'y a pas eu de transmission. Donc le temps de se réapproprier la mémoire et de transmettre a été très long. Il y a plus d'une trentaine d'années. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont eu du mal à croire ce qui s'était passé par rapport à leurs parents. À ce point-là? Oui, ça commence à évoluer, mais comme en plus le pays est dans une dynamique très forte de développement, c'est vrai qu'il y a une tendance à se tourner vers l'avenir et moins vers le passé. Donc c'est vrai que c'est important de faire ce travail de regrouper toutes les archives mémorielles pour pouvoir transmettre à notre tour, quoi. Et c'est un peu le travail que j'essaye de faire moi en tant que réalisateur, parce que c'est vrai qu'à la base, moi, ce qui m'a manqué, c'est parti du silence. C'est ce qui s'est dit aussi ici. C'est que les parents ont peu transmis et du coup beaucoup de questions. On s'est construit notre identité française sur des vides aussi sur nos origines et c'est à nous aujourd'hui de se les réapproprier et de les transmettre à notre tour. Alors, en plus, nous on se connaît, Mathieu et moi, puisqu'on partage la même origine et je suis concerné au premier chef puisque mes parents eux-mêmes ont fui ce génocide des Khmers rouges et c'est vrai que parler de ce qui s'est passé, de leur voyage, de leur exil, ils l'ont jamais fait. Et j'ai dû aller chercher moi-même, justement, pour y connaître un petit peu mieux sur mon histoire. On est condamné à ça, alors? Je ne sais pas si on est condamné, mais en tout cas, je pense que les jeunes qui sont là aujourd'hui, je les invite à aller questionner leurs aînés, à aller poser des questions, à connaître leur histoire. Et je pense que c'est important. Les langues se sont tues à un moment à cause des traumatismes, mais maintenant, ils attendent des questions pour se libérer. Et j'ai remarqué ça. Moi, je me suis servi du prétexte de la caméra pour aller interroger des gens. J'ai remarqué qu'en posant vraiment les questions et en affrontant son histoire, les langues se délient et le silence se brise, quoi. Merci beaucoup, Mathieu. Vous pouvez l'applaudir aussi, Mathieu, s'il vous plaît. On s'approche de la fin de cette émission. Virginie Sassoon, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose.
Oui, je voulais dire qu'aujourd'hui, il faut quand même être lucide sur le fait que la désinformation, elle est industrielle. Aujourd'hui, si vous tapez sur Google « égalité », vous tombez en premier sur le site « Égalité et Réconciliation », qui est un site révisionniste. Et je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont l'intention de faire ce qu'on appelle la réinformation. Et qu'aujourd'hui, pour les jeunes, pour exercer vraiment sa citoyenneté, il faut savoir identifier une source, vérifier une information et savoir la publier sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça me semble un enjeu du 21e siècle absolument crucial. Et je voulais le rappeler. C'était important de le dire. Merci beaucoup. Beaucoup de choses se disent encore et heureusement, merci d'ailleurs, sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk ou sur notre Instagram. Benjomoni qui nous dit quand la France aura vraiment reconnu et assumé ce qu'elle a fait et fait toujours dans ses colonies, on aura déjà bien avancé. Et enfin, on nous dit, vous dites qu'on ne parle pas assez des femmes, mais il y a des actrices, des réalisatrices, des chanteuses qui se révoltent pour leurs droits. C'est vrai d'ailleurs, Faiza Gen, notre écrivaine, est sur le plateau et on l'embrasse très très fort. Merci encore Faiza d'être là. Comme tout, Charlie d'ailleurs, on le remercie d'être là. Un autre sondage sur notre Instagram. Alors, j'ai posé la question, avez-vous l'impression qu'on raconte votre histoire dans les livres d'histoire ? Résultat partagé, non à 60% et oui à 40%. Voilà. Ouais, effectivement, c'est encore très partagé. Vous pouvez continuer à voter, on ne sait jamais. En tout cas, laissez tous vos commentaires aussi sur notre page Facebook officielle de Flash Talk. Mikaïa, les derniers dessins. J'imagine un jeune qui dit c'est quoi Hitler ? C'est quoi Staline ? C'est quoi l'Holocauste ? Et la personne devant lui qui dit avant le devoir de mémoire, il devrait y avoir le devoir de savoir. On devrait l'encadrer celui-ci et le mettre dans toutes les écoles. Et puis bon, je n'ai pas pu résister, on a parlé du devoir de mémoire, je sais, c'était irrésistible. Macron qui dit il ne va quand même pas falloir que je me souvienne des promesses que j'ai faites. Ah ben non, parce qu'on n'a pas toute une émission encore en plus à y consacrer quand même. Mikaïa, un autre dessin alors. Oui, pour finir, le futur, j'espère qu'il ne sera jamais comme ça. Un homme qui interroge son téléphone et qui dit « Dis Siri, c'est quoi la mémoire ?» Oh, c'est terrible. Et à la fin, Siri te répond « Il n'y a plus de mémoire suffisante dans ce téléphone. » Vous pouvez applaudir très très fort notre cartooniste Mikaïa, s'il vous plaît. Et ça y est, c'est déjà la fin de ce Flash Talk. Heureusement, le débat continue, lui, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk. Justement, ça tombe bien. Moi, King nous dit en fait-on trop avec le devoir de mémoire ? Non, c'est bon pour les neurones. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce débat aujourd'hui sous le beau soleil de la place de la République. On se retrouve très vite pour des nouveaux débats participatifs, citoyens, sur France O. À bientôt. Salut. Bientôt. Wow.